Bonsoir Adrien Quatennens. Bonsoir Benjamin Duhamel. Merci d'être avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes député insoumis du Nord. Ces derniers jours, les Français ont pu de nouveau vous voir à la télévision, vous écouter à la radio. Sans doute sont-ils surpris, peut-être choqués aussi de vous voir ce soir sur ce plateau, plus d'un an après votre condamnation en décembre 2022 à 4 mois de prison avec sursis pour violence conjugale sur votre ex-femme. Est-ce que vous êtes sûr d'être encore audible ? Est-ce que vous pensez vraiment que les Français ont passé l'éponge ? Il faudrait leur demander. En tout cas, il y en a beaucoup qui souhaitaient ce retour. Mais vous savez, moi, je n'évacue pas les questions qui me sont posées à ce sujet. Benjamin Duhamel, d'ailleurs, on peut y réfléchir. Mais c'est vrai, dans un contexte de divorce, il y a des éléments, des faits, des erreurs que j'ai pu commettre dans ma vie qui ont été mises en cause. Je ne les ai jamais minimisées et ni banalisées. Et je les ai immédiatement regrettés, reconnus. Et d'ailleurs, je n'ai même pas attendu d'être mis en cause par la justice pour les reconnaître. Voilà. Ce que je regrette en revanche, parce que c'est vrai que souvent les gens me posent la question, est-ce que vous regrettez d'avoir finalement reconnu les faits qui vous ont été reprochés ? Moi, je ne regrette pas de les avoir reconnus. En revanche, il y a une chose qui est sûre, puisque c'était sur votre antenne il y a un peu plus d'un an. Ce que je regrette, c'est les mots qui ont été choisis pour ma défense. Vous savez quoi, Adrien Quatennens, je comptais vous interroger sur ce sujet, mais comme vous y allez, on va écouter cet entretien que vous aviez fait avec Bruce Toussaint et on en parle juste après. Écoutez. Ce que je vis depuis maintenant 4 mois, c'est d'abord et avant tout une épreuve personnelle. En quelque sorte, depuis qu'il y a cette affaire, il y a un sentiment de pleine puissance et de plein pouvoir, et des choses que je dois accepter que peut-être je ne devrais pas accepter. Voilà, nous sommes le 14 décembre 2022. Quand vous parlez de sentiment de pleine puissance et de plein pouvoir, vous parlez de votre ex-épouse. Là, pour le coup, vous comprenez que cette façon, au fond, de vous victimiser est choquée et précisément donné l'impression de quelqu'un qui, certes, avait admis avoir donné cette gifle à votre femme, mais qui ne comprenait pas la portée de ses actes. Vous avez raison, Benjamin Duhamel. Cette émission, cette interview, je la regrette. Parce que depuis, du temps est passé. Alors, d'abord sur l'aspect privé, désormais nous sommes passés à autre chose. Il y a eu un divorce à l'amiable, il y a une page qui est tournée du point de vue personnel, mais surtout, il m'a fallu le temps nécessaire pour bien comprendre ce dont il était question. Vous savez, moi, Vous avez été mal conseillé à l'époque. C'est pas une question, non. Quand vous tenez cette stratégie de défense. Vous savez, le premier conseil qu'on m'a donné était celui de ne pas reconnaître. Et je n'ai pas respecté ce conseil. Donc, les erreurs que j'ai pu commettre, elles m'incombent entièrement. Voilà. Et je les prends sur moi. Ce que je veux dire simplement, c'est que ce combat, je le menais déjà avant, le combat contre les violences faites aux femmes, et c'est un combat que je veux pouvoir continuer à mener aujourd'hui. Je l'ai dit, la justice, elle a fait son travail en ce qui me concerne. Les faits qui m'ont été reprochés ont été condamnés. Mais par contre, il manque beaucoup de moyens pour la justice. C'est-à-dire que parfois, vous savez, moi, j'accompagne même comme député des personnes qui sont victimes. Alors, en plus, il y a une gradation des faits. Il y a les faits qui m'ont été reprochés pour lesquels j'ai été condamné, mais il y a des faits aussi autrement plus graves. Et vous savez, la justice... Attendez juste, Benjamin Duhamel, juste parce que c'est important. Encore hier, on a eu l'information, on arrive maintenant au 24e féminicide depuis le début de l'année. Les associations, notamment celles qui m'ont accompagné, elles demandent des moyens supplémentaires. Je voudrais qu'on s'arrête là-dessus une seconde. Il y a le droit, et de ce point de vue-là, vous n'avez pas été condamné à une peine d'inéligibilité. Mais il y a la question de l'exemplarité. Quand on est un représentant de la nation et qu'on veut précisément, comme vous le faites à l'instant, souligner les carences qu'il peut y avoir dans le système judiciaire quant à la prise en compte des violences sexistes et sexuelles, est-ce qu'au fond, vous n'êtes pas totalement disqualifié pour parler de cela, compte tenu de la condamnation dont vous avez fait l'objet? C'est pas à moi de répondre à cette question, Benjamin Duhamel. Mais si je devais y contribuer, je ne suis pas certain que la société qui est traversée par cette question, je veux dire, les associations féministes parlent de continuum en termes de violence. Alors évidemment, il y a une gradation, des choses extrêmement différentes, etc. Mais si l'idée, c'est de mettre au banc toutes celles et ceux qui reconnaissent leurs erreurs et veulent essayer d'être meilleurs, alors je ne suis pas sûr que la société soit améliorée. L'idée, Adrien Quatennens, est de faire un distinguo entre, évidemment, le droit à une seconde chance, forme de droit à l'oubli qui peut toucher les citoyens qui sont condamnés, et l'exemplarité requise quand on est un élu de la République. Est-ce que vous comprenez que certains de ceux qui nous regardent se disent être élu, c'est quelque chose en plus encore? Et quand on a été condamné, même si bien sûr il n'y a pas d'inéligibilité, vous avez le droit. Est-ce que sur le plan de la morale, c'est possible d'être de nouveau comme ça audible et de venir sur des plateaux de télé, dans les studios de radio et parler d'actualité? Si on se place sur le plan de la morale, ça veut dire que vous recevez des gens dont peut-être ils ont commis des faits, vous ne connaissez pas lesquels, peut-être un jour ils seront mis en cause, et dans ce cas-là, vous allez rendre impossible toute parole politique. Non, je crois que, au contraire, moi, ce que je veux faire, c'est y compris adresser un message à tous les hommes de ce pays, à toutes celles et ceux qui pourraient un jour être concernés par cela. C'est-à-dire que
pas par la demande de la justice, mais par la demande de mon groupe parlementaire. Moi, par exemple, j'ai suivi un stage avec une association sur les violences intrafamiliales. Il m'a fallu ce temps pour comprendre, apprendre et pouvoir aujourd'hui aussi en parler. Alors, je le fais avec beaucoup d'humilité. C'est pas moi qui peux être aujourd'hui la figure de proue sur ce sujet, mais je sais que la société est traversée par ces questions et je le crois, nous avons tous des efforts à faire. Mais vous savez, on a cette semaine rendu hommage à Badinter. Badinter, il aimait citer Victor Hugo. Il y a une phrase de Victor Hugo que Badinter citait souvent. Il disait, il y a un droit qu'aucune loi ne peut entamer. Le droit de devenir meilleur. Voilà. Et je pense qu'on peut tous devenir meilleurs. Justement, je vous posais une question là-dessus sur ce sujet, mais un mot encore sur cette question d'exemplarité. En 2017, votre candidat, Jean-Luc Mélenchon, considérait que quelqu'un qui avait un casier judiciaire qui n'était pas vierge ne pouvait pas se présenter à une élection. Pourquoi ce qui était valable en 2017 ne le serait plus aujourd'hui? Sauf erreur de ma part, Benjamin Duhamel, c'était pour des faits de corruption. Non, c'était pour les faits. Non, il me semble que c'était pour des faits de corruption. Et notamment, la question qui est posée, c'est la question de l'intégrité. Un casier judiciaire vierge pour être candidat à une élection. Bon, il va plus y avoir beaucoup de candidats dans pas mal d'élections, alors quand vous voyez un petit peu ce qui se passe un peu partout, Benjamin Duhamel. Non, c'était spécifiquement sur les questions liées à la corruption et à l'intégrité des élus et de l'usage des moyens qui leur sont donnés dans leur fonction d'élu. Ceux qui nous regardent pourront vérifier. Écoutez, la vérité, c'est qu'en effet, ceux qui nous regardent sont les seuls juges à la fin. Et voilà, moi, c'est notamment à eux, à elles, que je m'adresse. Vous savez, si je reviens aussi, Benjamin Duhamel, non seulement il m'a fallu ce temps pour faire ce travail, si je reviens aussi, c'est pas pour mener un combat pour moi-même, c'est parce qu'il y a des gens qui le souhaitent et qui, je pense, ont besoin que ce combat politique soit mené. Dans un contexte où, on le voit bien, Emmanuel Macron est en train de laisser le pays en état de ruine sociale, où c'est toujours plus dur pour la grande partie de nos concitoyens, pendant que quelques-uns en profitent toujours davantage. Et dans ce champ de ruine, on est dans une course de vitesse avec l'extrême droite, où elle est en avance sur nous. Et donc moi, je veux contribuer à ce combat-là. Mais une dernière fois, juste, j'aimerais que les choix que j'ai faits, et notamment le choix de reconnaissance, de reconnaître mes erreurs, j'aimerais que ce choix puisse être utile, notamment pour ce combat. Vous savez, je vous le disais, je veux avoir un mot pour elle, Benjamin Duhamel, parce que moi, je m'appelle Caténins et je suis un homme qui a des responsabilités publiques, donc la justice a parfaitement fait son travail, de manière extrêmement rapide en ce qui m'a concerné, pour les faits qui m'ont été reprochés. Mais comme député, vous le savez peut-être pas, j'accompagne des femmes qui ont porté des plaintes, qui ont des constatations de médecins légistes pour des faits extrêmement graves, et qui, depuis 2 ans, n'ont aucune suite, alors que ce sont les mêmes commissariats, les mêmes juridictions. Et de la même manière, les associations qui réclament des moyens... J'entends ce soir votre volonté d'expliquer que vous avez évolué sur cette question, mais c'est pas que vous moi. accompagnez. Vous l'avez bien compris, c'est qu'il y a un combat à mener. Oui, mais la question est importante. Vous citiez il y a un instant, de fait, Victor Hugo, le droit de devenir meilleur. Quand on sait la stratégie de conflictualité permanente qu'il y a à la France insoumise, une forme aussi d'intransigeance. Est-ce que vous pensez vraiment que vous et vos camarades auraient, permis à quelqu'un dans une autre famille politique cette même deuxième chance que vous demandez aux Français de vous concéder? Est-ce que vous auriez eu la même mansuétude? Mais Benjamin Duhamel, d'abord, je vous me défie de trouver une seule fois un propos de ma part ou d'un de mes camarades qui demanderait sans aucune... sans aucun détail, des démissions, etc. Mais surtout, c'est quand même le combat historique aussi de la gauche que de penser à la question de la justice réhabilitative. C'est nous qui avons fait des propositions il y a un exemple en ce sens. assez précis, peut-être quelqu'un qui n'est pas connu du grand public, Jérôme Perra, qui était conseiller du président de la République en 2022, qui voulait être investi, être candidat aux législatives. Il avait été condamné pour violence conjugale. À ce moment-là, la France insoumise, il y a eu une levée de bouclier. Il a renoncé précisément à être candidat aux législatives. À cette époque-là, il n'y avait pas de question de seconde chance ou de capacité à montrer qu'au fond, cette condamnation avait permis de faire changer la mentalité. À ce moment-là, l'idée de votre famille politique était de dire, comme il a été condamné, il ne peut pas être candidat aux législatives. Je sais en tout cas que pour ma famille politique, ça n'a pas été une question simple à traiter, ça c'est clair. Et je mets au défi les autres formations politiques. Non mais sur cet exemple-là, c'était une erreur rétrospectivement. Non mais je ne connais même pas les faits qui ont été précisément reprochés à M. Violence conjugale, de mémoire, 14 jours d'ITT pour son épouse. Non mais écoutez, ce que je veux vous dire, c'est que moi je considère que ma formation politique aussi... a fait avancer le sujet dans la manière de traiter la question. Parce que cette question, malheureusement, et je le déplore avec vous, elle va se reposer. Je veux dire, on est 577 parlementaires sur les bancs, tout le monde a une vie personnelle et potentiellement tout le monde peut commettre des erreurs. Alors évidemment, il y a toute une gradation dans les erreurs. Mais donc la manière dont nos formations politiques traitent ce sujet, elle est extrêmement importante. Et à côté de l'aspect uniquement politique, je le redis, il y a aujourd'hui... une défaillance pour que la justice puisse entendre et prendre en charge l'ensemble des victimes. On voit que ça n'est pas le cas.
On voit encore, sur votre plateau hier, il y avait cette femme, Khadija, qui est allée jusque sous les fenêtres du ministère de la Justice pour dire que son bourreau allait sortir de prison, et les associations qui réclament des moyens qu'elles n'ont toujours pas. Voilà. Un mot encore sur précisément les prises de position de votre famille politique sur cette question des violences sexistes et sexuelles. Il y a quelques jours, on pouvait entendre la présidente du groupe La France Insoumise, Mathilde Panot, expliquer que dans l'immédiat, il ne fallait plus que le service public diffuse des films avec Gérard Depardieu. Elle citait en l'espèce Cyrano de Bergerac. Est-ce que vous comprenez que quand on écoute cela, on se dit quel incroyable de poids de mesure il peut y avoir quand d'un côté, on considère que vous pouvez reprendre des activités politiques au sein du groupe La France Insoumise, et quand dans le même temps, on dit de Gérard Depardieu, qui n'est pas encore condamné, hein, il est mis en examen, que ces films ne peuvent plus être diffusés sur le service public. Il y a une incohérence flagrante. Excusez-moi, mais Gérard Depardieu, il est accusé de quoi, Benjamin Duhamel? Il est accusé de viol et d'agression sexuelle. Ouais, je pense que c'est pas très habile de votre part de tout mettre sur le même plan. Il est présumé innocent, il n'est pas condamné. Ok, alors écoutez-moi. Moi, je vais vous dire quelque chose de très simple sur le sujet. D'abord, les séquences vidéo qui ont été vues de Gérard Depardieu sont abjectes. Et elles laissent peu prêter au doute en réalité. Ensuite, on parle souvent, et moi j'en suis d'accord, de la présomption d'innocence. Mais pourquoi ne pas parler aussi d'une présomption de crédibilité? Puisque vous avez raison, Benjamin Duhamel, seul un juge peut décider que quelqu'un est coupable, c'est vrai. Mais pourquoi devrions-nous, a priori, considérer que les femmes qui prennent la parole, elles, seraient des menteuses? Moi, je ne suis pas d'accord avec cette idée. Adrien Quatennens, c'est absolument pas ce que j'ai dit. Ce que je souligne, c'est le décalage qu'il peut y avoir entre une forme d'intransigeance quand il s'agit en l'espèce de Gérard Depardieu et davantage de mansuétude dans votre cas. Permettez-moi d'abord de souligner qu'en termes de gradation, vous avez l'air de tout mettre sur le même plan quand même. Pas du tout. C'est-à-dire les accusations et les faits qui m'ont été reprochés. C'est si on est sur une question de principe. Et pourquoi pas non plus, je sais pas. Non, c'est une question de principe. Ensuite, il y a une question qui me paraît extrêmement importante, c'est qu'il faut que ces femmes puissent être entendues. Il y a des plaintes de déposées notamment. Et il y a une question, oui, je crois, de contextualisation des œuvres. Il ne s'agit pas, et Mathilde Panot ne dit pas, il faut interdire la diffusion de tel ou tel. Dans les médias, il ne faut plus que Cyrano de Bergerac passe à la télévision. Écoutez, moi je pense qu'il faut laisser à chacun, et notamment aux programmateurs, l'appréciation de pouvoir décider si c'est le bon moment pour mettre en avant certaines figures, en effet, et notamment, je vais vous le dire, quand M. Macron fait le choix de rendre hommage, comme il l'a fait à Gérard Depardieu en disant que c'était la fierté de la France, je pense que c'est une provocation. Donc vous êtes d'accord avec elle quand elle explique que le service public ne doit plus diffuser les films avec Je pense en tout cas qu'il faut contextualiser désormais les œuvres. Et puis même, je vais vous dire, il y a des œuvres qui, dans leur création même, elles ont fonctionné sur l'extorsion du consentement. Regardez par exemple le témoignage de Judith Godrèche sur La fille de 15 ans, où en réalité on voit le mélange des genres qu'il y a. Donc il y a même des œuvres qui sont créées avec l'extorsion du consentement. Donc je pense que sur ces sujets-là, voilà, il faut raison garder. Et je crois que oui, des œuvres doivent être contextualisées dans ce contexte. Un mot encore sur un sujet qui est lié. Cette semaine aura lieu la cérémonie des Césars avec un dispositif de, je cite, non mise en lumière des personnes qui seraient mises en cause par la justice en cas de mise en examen ou de condamnation pour des faits de violence, notamment à caractère sexiste ou sexuel. C'est-à-dire qu'un participant à un film éligible sera alors exclu de la cérémonie, ne pourra pas monter sur scène pour récupérer sa récompense. C'est normal ou c'est excessif? Là, on parle même des gens qui seraient seulement mis en examen. Écoutez, ça peut se comprendre. Moi, les gens qui sont mis en cause, je pense qu'en effet, c'est compliqué de les mettre en lumière quand des faits leur sont reprochés à ce moment-là. Et que, si vous voulez, ces combats-là ont nécessité parfois tellement justement peu de nuances pour pouvoir avancer que faut pas aujourd'hui qu'on fasse la leçon aux femmes qui décident de prendre la parole. Et même si parfois il y a des prises de position qui sont radicales, il faut que cette cause-là avance parce que sinon, eh bien, on voit bien le compteur qui continue de tourner. Et je crois sincèrement qu'on a toutes et tous des efforts à faire. Moi, s'il y a bien une chose que j'ai appris, notamment dans l'année là qui s'est écoulée avec tout le travail que j'ai fourni, c'est que oui, ça nous traverse toutes et tous. Et donc il faut qu'on puisse collectivement travailler le sujet. Je reprends une expression que vous aviez tout à l'heure. Vous disiez, bien sûr, je suis sensible sur ces questions. Je veux les porter dans le débat public, mais je ne pourrais pas être en première ligne, avez-vous dit. Mais c'est-à-dire que moi, Parce que vous mesurez le choc, le malaise que peuvent éprouver certaines quand elles vous voient de cette façon-là prendre des positions qui sont certes les vôtres, mais... Peut-être, et je le respecte. Et dans le même temps, je crois aussi que peut-être ça peut faire œuvre utile pour le combat. Vous savez, l'association qui m'a accompagné, c'est une association qui reçoit des gens qui ont été mis en cause pour des faits, alors qui vont dans des gradations, qui vont vraiment des premiers faits jusqu'au pire. Mais je pense véritablement que c'est comme ça qu'on va rendre la société meilleure, en effet. Et si moi, je peux me rendre utile à ce combat modestement, d'ailleurs, c'est pas un hasard s'il y a aujourd'hui même des femmes victimes qui viennent me voir en disant « Mais écoutez, nous, on n'a pas eu les moyens déployés par la justice que votre cas a suscité et on aimerait bien que ce soit le cas. Et il nous faut des moyens supplémentaires pour ça. Et donc, si je peux relayer leurs paroles, évidemment, je le ferai. » Vous vous êtes pardonné
ce que vous avez fait, cette main levée sur votre ex-épouse? Non, non, je ne me suis jamais pardonné. D'ailleurs, je vous l'ai dit, Benjamin Duhamel, cette main levée, elle a été mise en cause longtemps plus tard, dans le cadre du divorce. Et j'ai pas attendu qu'elle soit rendue publique pour la regretter. J'ai toujours considéré qu'à partir du moment où ça m'était arrivé, eh bien, il y avait une ligne rouge qui était franchie. De la même manière qu'au moment du divorce, je pense que j'aurais dû, en effet, lâcher prise et accepter l'idée de cette rupture que j'avais du mal à accepter. Voilà. Et voilà toutes les raisons pour lesquelles, à cette époque, j'ai commis des erreurs et qu'il m'a fallu ce temps pour travailler dessus. Un mot encore avant d'aborder les sujets d'actualité. Avant votre condamnation, vous étiez vu comme le dauphin de Jean-Luc Mélenchon, comme son potentiel successeur. Cette ambition-là, vous ne l'avez plus? Ça, c'est une ambition que beaucoup m'ont prêtée. Moi, je ne l'ai jamais, Vous étiez revendiquée. une des figures de proue, si ce n'est la figure de proue de la France insoumise, derrière Jean-Luc Mélenchon, bien sûr. Écoutez, à cette heure, mon ambition, elle est très simple. C'est que j'estime qu'il y a un président de la République qui gouverne pour ceux qui vont bien. Il y a tous les autres qui souffrent de plus en plus. Ma famille politique, je l'ai dit, est engagée dans une course de vitesse face à l'extrême droite. Une extrême droite qui divise le peuple, une extrême droite qui arnaque ses électeurs parce qu'elle ne va pas se préoccuper notamment du partage des richesses et de tout le reste. Et je veux être utile à ce combat-là. Et donc je vais faire tout ce qui est en ma possibilité et tout ce qu'on me permettra de faire pour me rendre utile dans ce combat. Adrien Quatennens, 150 000 Français n'ont pas pu partir en train ce week-end comme ils l'avaient prévu à cause de la grève à la SNCF. Non seulement votre famille politique, la France Insoumise, soutient cette grève, mais votre présidente de groupe, Mathilde Panot, vendredi matin sur cette antenne, a encouragé les travailleurs à faire grève avant, mais aussi pendant les Jeux Olympiques. Vous voulez vraiment vous faire détester, c'est ça? Pourquoi? Parce que quand on voit les perturbations que vivent un certain nombre de Français qui partaient en vacances ce week-end, quand on en rajoute encore plus en disant oui, avant les Jeux Olympiques, pendant les Jeux Olympiques, continuez, on se dit que cette déclaration n'est pas franchement tout à fait populaire. Bon, plusieurs choses. D'abord, Benjamin Duhamel, s'agissant de la grève, oui, c'est clair, la grève, c'est jamais facile pour les usagers qui la subissent. D'ailleurs, elle n'est pas facile non plus pour celles et ceux qui la font, qui, rappelons-le, ne touchent pas de salaire. Et puis, il y a une situation quand même particulière à la SNCF. En 6 ans de macronisme, c'est une centaine de gares qui ont fermé. C'est, je crois, 7000 suppressions de postes. Le fret ferroviaire qui est cassé également, avec entre 2006 et 2019, une division par 2 des marchandises qui sont passées sur le rail. Alors vous évoquez les lois de chiffres, libéralisation. Alors vous évoquez des chiffres, je vous en donne d'autres. Les salaires à la SNCF qui ont augmenté de 17% les primes, en 3 ans. Oui, salaire prime incluse. Selon l'opinion... C'est justement là que le bas blesse. Selon l'opinion, le salaire brut médian d'un contrôleur de TGV est de 45 000 € annuels. Est-ce que vous considérez vraiment que le cas des contrôleurs de TGV, c'est le meilleur exemple d'une profession précarisée? En tout cas, je pense qu'ils ont raison de revendiquer. Je pense que la direction de la SNCF avait pris des engagements, notamment en 2022, sur le fait que, par exemple, il y ait 2 contrôleurs par train, ce qui ne me semble pas être de trop, quand on pense à la question de la sécurité et de la sûreté en trajet. Je sais que le PDG, par exemple, de la SNCF gagne à peu près 15 fois ce que gagne le contrôleur. Donc moi, je pense que ces revendications, elles sont tout à fait légitimes. Et vous allez de la même manière, Benjamin Duhamel, que plutôt que de dire... et de parler, comme on l'a entendu parfois, de prise d'otage, ce qui franchement dans le contexte en plus est assez mal inspiré, plutôt que de voir ça, voyez plutôt en quoi les agents de la SNCF se battent aussi pour l'intérêt général. Parce qu'on nous a vendu l'ouverture à la concurrence, mais vous savez que, par exemple, à la SNCF Voyage reverse 60% de ses bénéfices à l'entretien des réseaux. Les concurrents ne peuvent pas prétendre en faire autant. Mais donc moi, je reviens sur ce que disait Mathilde Panot. Vous dites aussi, vous incitez les salariés de la SNCF ou d'autres secteurs dans les transports à faire valoir leurs revendications avant ou pendant les Jeux Olympiques. Bien sûr, mais tout à l'heure, je pense que vous allez recevoir le ministre Marc Fesneau sur la question des agriculteurs. Les agriculteurs, leur revendication principale, c'est pareil, c'est de vivre correctement de leur travail. Petite différence de mode de vie et de rémunération entre les contrôleurs de TGV et les agriculteurs. Bien sûr, il ne s'agit pas de les mettre sur le même plan. Mais en attendant... vous avez remarqué que pendant le mouvement des agriculteurs, il y a eu une relative bienveillance à l'égard des blocages et des grèves. D'un coup d'un seul, d'ailleurs, le fameux tu salis, tu nettoies de Gabriel Attal, il a eu un peu d'indulgence. C'était pas non plus tout à fait les mêmes perturbations. Mais d'ailleurs, c'est très bien parce que les agriculteurs ont raison c'était pas les mêmes perturbations de se mobiliser. Un week-end de départ en vacances avec 150 000 mais attendez, usagers. Quelque chose me vient là, Benjamin Duhamel. Il vous arrive de partir en vacances, vous? Oui, je vous confirme. Oui. Vous êtes content de partir en vacances? Vous savez pourquoi vous aussi, j'imagine. Bien sûr. Vous savez pourquoi vous le pouvez? Oui, parce que le Front populaire a permis les congés payés. C'est bien de le dire, une quand conquête sociale. Mais attendez, l'idée ici n'est pas de de ne pas voir les conséquences des mobilisations sociales. C'est jusque là. Petite page de publicité pour la grève. Même si vous faites le parallèle avec les congés payés. Là, c'est une revendication catégorielle. À l'époque, quand le Front populaire se bat pour mettre en place les congés payés, c'est pour tout le monde. Mais parfois, les revendications catégorielles, elles profitent ensuite à tout le monde. Là, c'est des contrôleurs de TGV pour que les primes puissent être incluses dans leur salaire. Non, mais regardez
ça concerne pas exactement tout le monde. 68 plus 35% du SMIC, plus 10% de salaire pour tous. Ouais. En 36, plus 30% de salaire, 2 semaines de congés payés. C'est puis pour tout le monde, les ça. augmentations successives. Et bien peut-être qu'après, les standards vont se développer pour tout le monde Ouais. et que là où on permet d'augmenter les salaires, eh ben, on puisse le faire. Voilà. Vous savez, Benjamin Duhamel, moi, puisque je ne suis pas certain qu'après le fil de notre entretien nous permette de parler encore de la situation sociale dans ce pays. Moi, je voudrais juste vous donner rapidement quelques chiffres. Mais le bilan d'Emmanuel Macron, puisqu'on va arriver quand même à la fin de son quinquennat bientôt. En France, les 4 milliardaires les plus riches ont vu leur fortune augmenter de 87% depuis 2020. Dans le même temps, 90% des Français se sont appauvris. Je vous en donne un autre. Les 42 milliardaires français qui ont gagné 230 milliards d'euros sur la même période, c'est l'équivalent d'un chèque de 3 400 euros pour la chaque mobilisation des contrôleurs TGV Eh bien, tout simplement, change quelque chose. Tout simplement, quelle que soit la concernant profession, le sort des milliardaires. quelle que soit la profession, quelles que soient les catégories, Mathilde Panot a raison de dire oui, vous êtes fondé à faire des revendications pour l'augmentation des salaires. Y compris pendant les Jeux Olympiques. Oui, il faudrait indexer les salaires sur l'inflation. Oui, il faudrait augmenter les salaires et les minima sociaux. Et vous savez quoi, Benjamin Duhamel, ce pays le peut parce que de la richesse produite dans ce pays, il y en a beaucoup et vous le savez. Adrien Quatennens, l'opposant historique de Vladimir Poutine, Alexeï Navalny, est donc mort en prison vendredi. Jean-Luc Mélenchon lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux. Ouvrez les guillemets. Honneur à la mémoire de Navalny, au-delà des désaccords, honneur à sa résistance. Le même Jean-Luc Mélenchon qui qualifiait en 2015 Alexeï Navalny d'antisémite et raciste. J'ajoute que Manon Aubry, votre tête de liste aux européennes, députée européenne, s'est abstenue sur une résolution condamnant l'empoisonnement d'Alexeï Navalny. C'était en septembre 2020. Est-ce que vous êtes vraiment les mieux placés pour lui rendre hommage ? Je crois oui, pour plusieurs raisons. D'abord, disons les choses pour commencer, c'est que Navalny était un opposant politique qui a été emprisonné pour ce fait, et nul ne doit être emprisonné ou mis dans les geôles pour être un opposant politique. C'est donc un crime odieux qui lui a été fait, dont la responsabilité va directement à Vladimir Poutine. Évidemment, nous avions des désaccords avec Voilà, pardon, c'est pas des désaccords, Navalny. antisémites et racistes. Alors, mais même vos confrères de France Info ont fait un très bon papier sur ces prises de position passées. En disant Alexis Navalny, qu'il avait épousé les combats nationalistes, ça ne faisait pas de lui voilà, mais un depuis, antisémite non, et mais raciste. et depuis d'ailleurs, Benjamin Duhamel, son combat principal était contre la corruption. Absolument. Mais en réalité, nul ne doit être inquiété, malgré nos désaccords, nul ne doit être inquiété pour ces prises de position pourquoi Manon politiques. Aubry, en septembre 2020, Alors s'est-elle attendez, abstenue j'y viens. D'abord, sur une parce que résolution vous avez condamnant l'empoisonnement je vais vous d'Alexeï dire, Navalny? Nous avons voté au Parlement européen, notre délégation a voté l'ensemble des résolutions dénonçant la manière dont était traité M. Navalny. Non, Navalny, en septembre 2020, abstention. Sauf celle qui faisait un package avec la situation de l'Ukraine et de la montée des tensions qui se faisait jour à ce moment-là. Toutes les autres ont été votées. En revanche, au Rassemblement national, ça je peux vous le dire, au Parlement européen, le groupe dans lequel siège M. Bardella, eux ont voté 100%. Qu'il y ait des hypocrisies au Rassemblement national, voilà. c'est sans doute vrai, mais je maintiens Par contre, que vous savez, quand on s'abstient sur une résolution qui condamne l'empoisonnement d'un opposant politique à Vladimir Poutine, est-ce qu'on est vraiment les mieux placés derrière Non, il n'y a pas d'abstention. Est-ce que ce n'est pas des larmes de crocodile? La seule résolution que vous avez prise en exemple est une résolution qui a impacté tout un tas d'autres choses avec lesquelles nous n'étions pas d'accord. Pour autant, je vous le dis, à chaque fois que des résolutions ont été prises dénonçant les traitements contre M. Navalny, notamment son emprisonnement et l'empoisonnement, nous les avons votés, contrairement au Rassemblement national. D'ailleurs, Benjamin Duhamel, je vous demanderai aussi d'avoir l'honnêteté de dire que vous vous trouvez en face de quelqu'un qui représente la seule formation politique en France, la seule, qui a reçu des opposants russes à Vladimir Poutine. Oui, Benjamin Duhamel. Oui. Nous avons j'ai dû aussi passer... Adrien Quatennens. Attendez, j'ai pas terminé, Benjamin Duhamel. Nous avons dû passer par le Kazakhstan, les exfiltrés. Nous avons dû également faire appel aux ambassadeurs. Et oui, nous avons les insoumis, Benjamin Duhamel, ne vous en déplaise, héberger des opposants au régime de Vladimir Poutine. Et j'ai aussi en face de moi, Adrien Quatennens, quelqu'un qui, le 13 mars 2019, disait, je cite, que la menace russe n'existe pas. Est-ce qu'au fond, ce que l'on voit, le non-vote d'une résolution condamnant l'empoisonnement d'Alexeï Navalny, les propos de Jean-Luc Mélenchon, est-ce que tout cela, les vôtres, en 2019, est-ce que tout cela ne montre pas une fois encore l'incroyable aveuglement dont vous avez fait preuve à l'égard de la Russie de Vladimir Poutine? C'est marrant parce que ça fait un peu plus d'un an que je ne suis pas venu, mais les méthodes, elles n'ont pas complètement changé. Vous pourriez adresser cette citation à Emmanuel Macron. Parce que quelques semaines avant l'invasion, que nous avons été aussi d'ailleurs, par la voix de Jean-Luc Mélenchon, les premiers à dénoncer, l'invasion russe en Ukraine, tous les services de la diplomatie française disaient qu'il n'y avait pas du tout de menace imminente. Qui ait eu, de la part d'Emmanuel Macron, qu'il ait eu du mal à croire que la Russie allait envahir l'Ukraine. Très bien, mais là, personne ne quand pouvait le croire à 13 mars 2019, vous dites la menace russe n'existe pas. Est-ce que plus globalement, il n'y a pas eu un aveuglement de votre part sur
la Russie de Vladimir Poutine, non seulement le risque géopolitique avec l'invasion de l'Ukraine, mais aussi ses méthodes. Benjamin Duhamel, personne n'a venu voir une telle situation. Et quand nous disions que ni la Russie ne devait envahir le voisin ukrainien, ce qui est complètement contraire au droit international, ni l'OTAN ne devait s'étendre jusqu'à la frontière russe, nous n'avions pas dit autre chose. Mais en mars 2019, Alexei Navalny est déjà, criminalisé comme opposant politique. Oui, mais c'est pas le seul. Et il y a plein d'opposants au régime russe que déjà à l'époque nous soutenions. Nous n'avons jamais soutenu le régime de Vladimir Poutine. Allez demander des comptes à Madame Le Pen, qui elle y est allée. J'ai le souvenir de Jean-Luc Mélenchon expliquant que Vladimir Poutine avait fait le travail en bombardant la Syrie. Mais vous voulez qu'on fasse quoi là? Non, mais c'est juste pour... Vous voyez bien, le sujet autour d'Alexei Navalny, c'est la question d'une forme soit de naïveté, soit d'aveuglement. Non, mais attendez, il n'y a pas de naïveté ni d'aveuglement. On a d'ailleurs le droit d'être en désaccord avec des gens. Il y a des gens avec qui je suis en désaccord politique. Je ne souhaite certainement pas le sort qui a été réservé à Navalny ni à personne. Voilà, on a un droit fondamental à critiquer un régime, à critiquer une politique sans être mis en cause pour ce fait. Voilà. Pour le reste, parce que quand même, ce qui a été aussi au cœur de l'actualité sur la situation... notamment en Ukraine, c'est la rencontre entre M. Macron et M. Zelensky. Et nous n'avons pas changé de ligne rouge. La ligne rouge, la France s'est engagée à accompagner, à aider l'Ukraine. Elle doit donc le faire. Vous êtes d'accord, vous soutenez? À partir du moment où elle s'y est engagée, elle doit tenir ses engagements. La ligne rouge se situe dans le fait, vous le savez, de ne pas devenir nous-mêmes co-belligérants, d'une part. Et puis ensuite, il y a toute la question qui va notamment se traiter au moment des élections européennes sur, vous savez que beaucoup proposent, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Et vous y êtes opposé? Là-dessus, nous sommes en désaccord, et notamment pour une raison. On a parlé d'un mot tout à l'heure d'agriculture. Allez demander aux syndicats agricoles ce qu'ils pensent, ne serait-ce que de la levée des taxes et ce qu'elle a produit, par exemple, sur le poulet, où c'est une catastrophe. Donc, j'attire votre attention sur le fait qu'on ne peut pas, parce qu'il y a ce conflit, et parce qu'il y a l'action détestable de la Russie en Ukraine, eh bien, en quelque sorte, nous faire avaler de force l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Adrien Quatennens, autre sujet géopolitique, le président brésilien Lula a accusé ce dimanche Israël de commettre un génocide à l'égard des Palestiniens à Gaza. Il a également fait un parallèle avec la Shoah. Ce qui s'est passé, je cite, s'est déjà produit lorsqu'Hitler a décidé de tuer les Juifs. Voilà ce qu'a dit le président du Brésil, Lula. C'est un ami de Jean-Luc Mélenchon, c'est un ami de la France Insoumise. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec lui? En tout cas, ce que je vois, Benjamin Duhamel, c'est que depuis le 7 octobre et le massacre odieux qui a été commis par le Hamas sur le sol israélien, où des femmes, des hommes, des civils ont été visés de manière atroce, et il y a encore des otages dont on espère la libération, c'est à nous qu'on demande beaucoup de comptes, alors que dès le départ, nous avons condamné et fait preuve de compassion envers les victimes. Vous avez condamné et refusé de qualifier le Hamas de mouvement terroriste. Mais là, ma question était directement sur les propos de Lula. En fait, en réalité, quand vous posez des questions, vous parsemez vos questions de plein d'informations. Vous dites, vous avez refusé de qualifier le Hamas. Vous pourriez dire la même chose à vos collègues de l'AFP, qui ne qualifient pas le mouvement Hamas de terroriste. Et qui ne sont pas des responsables politiques, et que je n'ai pas l'occasion d'interviewer. Il y a des raisons à ça. Et on pourrait en parler longtemps. C'est-à-dire, on peut parler d'actes terroristes, on peut parler de crimes de guerre, sans nécessairement s'embarquer dans une vision du monde qui nous emmène au choc des civilisations qu'on connaît. Alors sur les propos de Lula, ce que je veux dire, c'est que, vous êtes d'accord, sur les propos de Lula, Benjamin Duhamel, ce que je veux vous dire, c'est que maintenant, c'est à votre tour, à vous journalistes, parce que vous en recevez ici des gens. Plutôt que de demander des comptes aux insoumis, allez maintenant à présent, et moi je vais vous regarder faire, vous et vos collègues, allez demander des comptes à toutes celles et ceux qui, depuis le 7 octobre, de l'extrême droite jusqu'à la Macronie et même une partie du Parti socialiste, nous expliquent que les civils qui seraient morts à Gaza seraient, je cite, des dommages collatéraux, qu'en réalité, ils n'auraient pas été visés. Benjamin Duhamel. Non mais attendez, Adrien Quatennens, pardon, parce que là, c'est important. En plus, vous expliquez, faites votre travail. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on a des responsables politiques qui ont effectivement eu des paroles ambiguës sur la question de l'offensive israélienne. Beaucoup, je vous le dis. Ah bah écoutez, je peux vous dire qu'on fait notre travail, mais je constate. Je vais regarder de plus près. Moi, ce que je constate. Mais je constate, Adrien Quatennens, que je vous pose une question sur le président brésilien qui compare ce qui se passe à Rafah avec la Shoah et que vous. Mais en fait, faites pas le moindre commentaire. En fait, plutôt que d'avoir un commentaire politique sur la situation globale, vous voulez me faire dire ce que je pense d'une phrase en particulier. Vous pourriez aussi me citer l'extrait que vous avez peut-être vu d'ailleurs d'Edgar Morin, qui dit et qui s'est ému il y a quelques jours en disant qu'il comprenait assez mal que des gens dont les ancêtres ont été des victimes de la Shoah puissent en quelque sorte eux-mêmes se rendre coupables de colonisation, etc. Et donc ça ne vous choque pas? Moi, ce qui me choque, Benjamin Duhamel, c'est que depuis le 7 octobre, en réponse au 7 octobre, c'est un véritable massacre qui a cours à Gaza,
dans une relative omerta. Vous parlez du fait que vous faites très bien votre travail, mais il y a des gens qui se sont penchés sur le travail des médias notamment. Il n'y a aucun journal télévisé, aucun, qui depuis le début a donné le nombre global de victimes à Gaza. Aucun. On en est à 30 000, on en est à 30 000 morts. Je ne sais pas pour les journaux télévisés, ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, sur BFM TV, les chiffres sont donnés, mais pardon, attendez, Benjamin Duhamel, non, c'est moi qui vous demande pardon. Non. Et c'est moi qui vous demande d'attendre. Je vous pose une question. Il y a une phrase du président du Brésil, Lula, qui compare ce qui se passe à Gaza avec la Shoah. Est-ce que cette phrase vous paraît... Est-ce que cette comparaison vous paraît justifiée? Moi, ce que je vais vous répondre, c'est que je me réfère au droit international, plus qu'à une citation que vous venez de me mettre sous les yeux, et que... Sous les yeux, président du Brésil, c'est pas... Non, c'est peut-être pas comparable, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que la Cour pénale, la Cour de justice internationale, et honneur à l'Afrique du Sud d'ailleurs d'avoir fait le travail là-dessus, a reconnu le risque génocidaire. Voilà ce qui est en train de se passer. Absolument, la Cour internationale de justice a demandé à Israël de prévenir. C'est plus que ça, Benjamin Duhamel, parce que ça veut dire que donc, sur les 5 critères qui permettent d'établir le fait qu'il y a un génocide, on a déjà 4 qui sont établis, mais surtout, ça veut dire que tous les États qui sont signataires de la Convention contre le génocide, et notamment la France, sont sommés d'agir. Benjamin Duhamel, vous savez, cette semaine à l'Assemblée nationale, nous avons reçu des médecins français qui reviennent de Gaza, d'accord? Vous savez ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que sur 100% des gens qu'ils ont eu à soigner, ils n'ont vu aucun combattant. Que des civils. Beaucoup d'enfants. Des enfants à qui on tire dans la tête. Une infirmière a raconté cette histoire d'une petite fille de 7 mois. Toute sa famille a été décimée par les bombardements. On lui a amputé les 2 bras. Et le médecin disait, je l'ai sauvée et je m'interroge sur le fait de savoir si j'ai bien fait de sauver cet enfant. Elle a perdu toute sa famille et elle est amputée des 2 bras. C'est un véritable massacre. Et en revenant en France, il disait, mais ce monde est fou. On ne comprend pas qu'il y ait cette espèce d'omerta autour de ce qui est en train de se passer, d'autant plus quand on parle de risque génocidaire. Et le président de la République a expliqué qu'une offensive israélienne à Rafah aboutirait à un désastre humanitaire sans précédent, en évoquant il y a quelques jours un bilan humain et une situation humanitaire. Le président de la République maintenant doit passer des mots aux actes, ça suffit. Je l'ai entendu moi il y a quelques jours dire que, y compris la reconnaissance de la Palestine n'était plus un tabou pour la France. Je lui dis, monsieur le président de la République, honorez notre pays tant qu'il est encore temps, même s'il est un peu tard, et faites ce qu'il faut faire. C'est la raison pour laquelle, notamment par la voix de Mathilde Panot au groupe parlementaire Insoumis, nous avons déposé une proposition de résolution qui demande l'embargo sur les armes. Il n'est pas question que la France continue à livrer des armes à Israël. Elle en a déjà livré beaucoup. Nous demandons la reconnaissance de l'État de Palestine et qu'enfin une solution diplomatique soit trouvée avec, comme prémisse de tout ça, le cessez-le-feu. Pardon, je vais y revenir. Est-ce que vous êtes choqué par les propos du président brésilien qui fait une comparaison entre la Shoah, 6 millions de juifs exterminés pendant la Seconde Guerre mondiale, et ce qui se passe en ce moment à Rafah, aussi meurtrière soit l'offensive israélienne, aussi disproportionnée? Est-ce que vous êtes choqué par ces propos? Je suis davantage choqué par ce qui se passe véritablement aujourd'hui à Gaza et au risque génocidaire. Et je pense qu'on n'a pas besoin de discuter pendant des heures de ce qu'a dit Lula. Non, il n'y a pas de signe égal à mettre entre la Shoah et ce qui est en train de se passer. Non, mais c'est difficile à. Pour autant, mais non, c'est pas difficile. C'est juste que c'est pas intéressant. En fait, je pense que. Mais non, mais oui, non, mais voilà. Excusez-moi, président du Brésil. Oui, bien sûr, qui est en plus quelqu'un dont vous êtes proche, c'est assez légitime de poser la question. Écoutez, s'il faut faire un peu preuve de moins de nuances aussi sur cette question-là, pour se faire entendre, alors je supporte qu'on fasse preuve d'un peu moins de nuances, oui. Ça, c'est parce sûr qu'il serait vraiment temps de se réveiller. Ça, c'est sûr qu'en l'espèce, moins parce de que nuances, vous savez, faire une comparaison, toutes celles et ceux, si importants personnages de l'État qu'ils soient, que vous avez reçus, qui ont parlé de droit inconditionnel d'Israël à se défendre, et on leur a posé la question. Mais tout cela, il va falloir les rattraper par le col, Benjamin Duhamel, leur poser la question, parce que ce qui est en train de se passer là-bas, c'est un génocide. Les médecins, eux, nous le disent. Vous parlez de risque génocidaire, ils nous disent que ce n'est pas un risque génocidaire là-bas. C'est un génocide qui est en plus cours. Loin que ce que dit la Cour internationale. Moi, je vous répète ce que disent les médecins, en tout cas. Adrien Quatennens, quelques questions politiques pour terminer. Dans moins de 4 mois auront lieu les élections européennes. Dans les sondages, la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, devance la liste insoumise de Manon Aubry. Vous n'êtes plus le pôle moteur à gauche? On va voir ce que ça donne. D'abord, moi, il y a une chose qui est absolument certaine, c'est que je déplore que la NUPES, qui est née après l'élection présidentielle de 2022 et les 22% de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, qui a réussi le succès qu'on lui connaît au moment des élections législatives, n'est plus court aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est notre souhait, nous, de poursuivre cela. Que montrent les sondages en ce moment, Benjamin Duhamel? Ils montrent que vous avez d'abord un fait qui est quand même assez intéressant, c'est que le macronisme est quand même en rude déclin, c'est une chute très nette, compte tenu de tout ce qui se passe dans le pays et de la souffrance sociale dont on a parlé tout à l'heure notamment. Que le et puis vous Rassemblement avez national l'extrême droite qui est
en dynamique. Et nous, on serait réduit à quoi? À rejouer un match des gauches à cette occasion? Non, ça n'est pas possible. Je pense que c'est absolument irresponsable. D'ailleurs, il y a une tribune qui est parue aujourd'hui, qui a été signée par plusieurs élus au Parlement européen, mais aussi à l'Assemblée nationale, des élus écologistes, des élus communistes, des élus insoumis, qui réclament encore un sursaut pour avoir cette liste commune. Pourquoi? Parce que si nous l'avions... Mal barré, hein. Peut-être, mais si nous l'avions, et c'est important de le répéter, il y aurait aujourd'hui la possibilité pour nous d'être en tête des élections européennes. C'est-à-dire, quelle est l'analyse du paysage politique qui va être faite à l'issue du scrutin du mois de juin? Est-ce que c'est encore un duel entre M. Macron et Mme Le Pen, ou est-ce que c'est autre chose? Eh bien, il y aurait la place pour que ce soit autre chose. Et donc, c'est ça qu'il nous faudrait faire. Nous, ce que nous allons essayer de faire avec la France Insoumise, c'est d'avoir en tout cas la liste la plus unitaire possible et de faire en sorte, à l'occasion de ces élections européennes, de permettre à la participation populaire de s'accroître. Et puisque vous parlez de la dynamique du Rassemblement national, moi, c'est ça aussi qui m'intéresse. Je veux m'adresser, y compris aux électeurs du Rassemblement national. Parce que parfois, on a quand même le sentiment que le vote, finalement, contestataire, ce serait celui-ci. Que le vote populaire, ce serait celui-là. Moi, je vous le dis. Ah bah, dans les sondages, bah ouais, mais justement, moi j'ai d'autres sondages à vous donner. Se porte sur le RN. Et cela étant dit, le premier parti de France, si j'ose dire, c'est l'abstention. On va parler de l'abstention juste après, si vous voulez bien, d'un mot. Mais oui, d'abord sur le Rassemblement national. Ouais. Vous savez, 84% des électeurs du Rassemblement national sont pour la hausse du SMIC. Et à l'Assemblée nationale, on a vu le Rassemblement national voter contre. Donc en fait, voter Rassemblement national, c'est souvent mettre un but contre son camp. Vous avez 90% des électeurs du RN qui sont, par exemple, pour l'indexation des salaires sur l'inflation. Les députés RN votent contre. Ils sont 87%, les électeurs du RN, à être pour le rétablissement de l'ISF. Madame Le Pen vote contre. Donc si vous voulez... Il nous reste peu de temps, vous parlez du RN et restons-y. Il y a eu un sondage pour Valeurs Actuelles, fait par l'IFOP, qui a testé une hypothèse de second tour à la présidentielle entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Regardez le résultat. 64% Marine Le Pen, 36% Jean-Luc Mélenchon. Là, vous essayez d'expliquer au fond que vous êtes les meilleurs adversaires du RN. En fait, vous en êtes le marchepied si on suit non, je crois ce pas. sondage. Je crois que le marchepied de l'extrême droite, vous savez, il est à l'Élysée aujourd'hui. C'est celui qui s'est fait élire en disant « je vais faire barrage et je ne reprendrai pas ses idées » et qui a voté la loi immigration, une loi qui reprend des dispositions entières du programme de Jean-Marie Le Pen, main dans la main avec l'extrême droite. Qu'est-ce que vous avez loupé là pour que le résultat ce soit 64%? Alors 36%. on peut toujours faire son autocritique et dire tout ce qu'on a loupé. C'est pas très fréquent. On peut aussi dire si tout de même, et moi spécialement et sans aucun problème, Benjamin Duhamel. Alors vous effectivement on l'a vu, mais disons chez vos autres camarades, c'est pas exactement ce qu'on entend. Par contre, on peut aussi saluer le travail. Alors je vais vous mettre en cause vous spécialement, mais si vous voulez, quant à longueur de temps, à longueur d'antenne. Vous savez, moi j'ai fait l'expérience pendant ma diète là, médiatique. Il y a des gens qui me disent ah quand même il y a un problème Mélenchon. Je dis mais lequel? Bah, tout de même, dès qu'on allume la télé, ils parlent d'un problème Mélenchon. Vous avez plein de gens qui ne savent même pas vous dire précisément quoi, mais il y a ce bruit de fond qui est entendu. Moi, je vais vous dire une chose, Benjamin Duhamel. Je pense que la raison pour laquelle l'extrême droite est en avance aussi dans cette course de vitesse, c'est parce que je crois que les plus possédants, celles et ceux qui ont le moins intérêt à ce que ça change, s'accommoderaient très bien de l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Il n'y a pas d'erreur de Jean-Luc Mélenchon en termes de stratégie? Bien sûr, il y a toujours plein d'erreurs. C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, dans la séquence 2017-2022, tout le monde disait c'est cuit, Jean-Luc Mélenchon, c'est terminé. Il a quand même fait 22% à l'élection présidentielle et il lui a manqué 400 000 voix pour être au second tour. Donc ça reste en l'état le candidat naturel de votre famille politique? Écoutez, il y a une élection présidentielle demain. Si c'est le cas, oui, je pense qu'il est meilleur candidat. Maintenant, la prochaine, elle est annoncée pour 2027, donc laissez-nous le temps d'y travailler. Ce que je veux dire, en tout cas, c'est que l'extrême droite, ce n'est pas un vote de contestation, ce n'est pas un vote qui va changer votre situation si vous êtes dans une situation sociale difficile. En revanche, il y a une chose qu'il faut faire, oui, vous avez parlé de cela, Benjamin Duhamel, c'est lutter contre l'abstention. Et vous ne savez peut-être pas, mais il y a 20% du corps électoral, ça représente 10 millions de personnes, qui n'est pas ou mal inscrits sur les listes électorales. Et le gouvernement s'en accommode très bien. Comment se fait-il, alors que nous avons une élection européenne dans quelques mois, que M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui est responsable des élections, ne lance pas une grande campagne d'inscription sur les listes électorales dans ce pays? C'est à nous de nous en charger. Alors nous avons fait ce que nous avons pu, nous allons continuer. Il y a une campagne qui est en cours. Allez sur le site onvoteinsoumis.fr et vous pouvez vérifier votre situation électorale. Mais il faudrait concourir à l'inscription sur les listes électorales pour que la participation s'accroisse. Vous ne le croyez pas? Moi si. Merci beaucoup Adrien Quatennens d'avoir été l'invité de C'est pas tous les jours dimanche. Merci à vous.